Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à vous installer. On va démarrer ce temps d'échange. Mon nom est Charlotte Aumaître. Je suis responsable des affaires publiques à la Massif. Et on est très heureux d'être présent au Salon des maires ce matin. Pendant 3 jours, on va pouvoir dialoguer avec des acteurs du territoire, les collectivités bien entendu, mais également des acteurs publics et privés, des experts, pour éclairer les leviers d'action à la fois justes et efficaces en matière de résilience territoriale. Et on va commencer ce matin avec un retour d'expérience sur les inondations qui ont tristement sinistré à 2 reprises le territoire du Pas-de-Calais et la ville d'Arques en particulier. Et on va regarder quelles sont les actions concrètes qui ont été déployées à la fois par la collectivité et par l'assureur qui est la Massif. Et pour ce faire, je suis très heureuse d'accueillir ce matin pour une discussion à 4 voix nos invités. Jean-Louis Grosse de la Salle, président de la Massif. Jean-Philippe Donneton, directeur général de la Massif. Benoît Roussel, maire d'Arques. Et Jérémy Pelletier, co-directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Et donc, on va ouvrir tout de suite cette conversation avec toi, Jérémy, si tu en es d'accord. Vous avez, avec la Fondation Jaurès et la Massif, coordonné une enquête, une étude que vous avez à disposition qui s'intitule « Vivre le risque, les citoyens et les décideurs locaux face au dérèglement climatique ». Que nous enseigne cette étude, Jérémy ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup Charlotte, merci pour votre invitation. Merci aussi à la Massif de nous avoir proposé de réaliser cette étude avec l'Institut de sondage BVA. J'insiste parce que c'est des dispositifs d'enquête qu'il faut financer, c'est des dispositifs d'enquête qui sont un peu lourds, et donc merci beaucoup à la Massif d'investir dans ce type d'études, dans ce type de travaux, parce que ça alimente le débat public sur un sujet évidemment très important, sur un sujet sur lequel, par ailleurs, il y avait assez peu de choses dans le débat public à l'heure actuelle. Il y avait assez peu de données sur la façon dont les Françaises et les Français qui ont été concernés par les risques climatiques ont vécu la chose, la façon dont ça avait influé ou pas leur conscience politique, leur conscience sur les enjeux écologiques, leur conscience sur les enjeux environnementaux. Et il y avait assez peu d'études auprès des élus locaux. En amont des municipales, évidemment, pour nous, c'était très intéressant de mesurer justement le degré de connaissance des élus locaux face à ce sujet-là, ce qu'ils avaient déjà mis en place dans leur collectivité s'agissant des risques climatiques. Donc, c'est une étude à la fois ambitieuse, originale et évidemment d'actualité au moment du Salon des maires et en amont des élections municipales. Donc on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais aller assez vite pour vous présenter la chose. Vous pourrez retrouver tous les chiffres et toutes les analyses des experts de la Fondation dans le petit livret que vous avez là, et il est également disponible sur le site de la Fondation Jean Jaurès. En gros, il y a 4-5 chiffres que je vais vous présenter de façon assez sommaire. Premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les risques climatiques, le fait d'être victime de risques climatiques, le fait d'expérimenter cette chose-là, c'est quelque chose d'extrêmement partagé. En gros, il n'y a plus un seul territoire, il n'y a plus une seule catégorie sociale, il n'y a plus une seule catégorie de la population qui n'est pas touchée, qui n'est pas impactée, de près ou de loin, à échelle évidemment différente, par le risque climatique. Et ce que nous montre l'étude, c'est que vous avez 73% aujourd'hui des Français qui déclarent avoir subi au moins plusieurs fois les conséquences d'un risque climatique, à commencer par les épisodes de forte chaleur, à commencer par les épisodes caniculaires, à commencer en effet par les périodes de sécheresse. C'est ça qui apparaît en tête quand les gens expriment leur expérience vis-à-vis du risque climatique. Mais élément à garder en tête, plus personne finalement ne peut se sentir non concerné par le sujet. Tout le monde a expérimenté, c'est quelque chose d'assez universel aujourd'hui quand on interroge les Françaises et les Français. S'agissant des élus locaux, élément très intéressant et pour le coup qu'on découvrait aussi avec l'étude, c'est aujourd'hui ce sujet-là des risques climatiques au cœur entre guillemets de leurs priorités, au cœur de leur agenda, au cœur de leur charge mentale d'élus locaux et d'élus locaux. Et vous voyez aujourd'hui, on a demandé en gros aux élus locaux dans l'étude, c'est quoi les risques que vous redoutez le plus dans les années à venir, ou les risques que vous redoutez le plus en ce moment? Les risques économiques, les risques sécuritaires, les risques géopolitiques. Autant les Françaises et les Français font du risque climatique le 4e risque qu'ils redoutent le plus. Ils font du risque économique, le risque lié à l'inflation, les risques sécuritaires et les risques géopolitiques, des risques
un peu au-dessus du risque climatique, autant les élus locaux, eux, contrairement aux Français, considèrent que c'est le risque le plus important aujourd'hui, qu'ils redoutent le plus. Et vous le voyez, 74% des décideurs locaux, donc les élus, les directeurs de cabinet, les directeurs généraux des services qu'on a interrogés, considèrent aujourd'hui en effet que le risque climatique est le risque qu'ils redoutent le plus dans leur vie d'élus et dans leur quotidien d'élus. Je l'ai dit, les risques climatiques chez les Français sont un peu moins redoutés que les risques économiques. Ça, en gros, ça épouse ce que vous connaissez, ce que vous voyez dans les baromètres différents qui sont publiés toutes les semaines sur l'importance du pouvoir d'achat pour les Français, le fait que le pouvoir d'achat est aujourd'hui une priorité centrale. Donc là, c'est un élément d'ailleurs à avoir en tête. Il y a un petit décalage entre des élus locaux qui vont faire, à mon avis, et on le découvrira juste après, pour les prochaines élections municipales, le sujet du risque climatique, un sujet important. Petit décalage avec des Français qui ne sont pas encore totalement intégrés dans le risque climatique comme étant un risque premier, le risque central, le risque majeur, en tout cas des échéances à venir. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est assez naturel, c'est que les Français qui ont été impactés dans leur chair, comme l'ont été vos habitants, monsieur le maire, par les risques climatiques, font de ce risque-là un risque central, un risque majeur pour les prochaines échéances électorales. Et c'est un élément important à avoir en tête, c'est qu'évidemment, ceux qui ont été victimes de risques climatiques, sont ceux qui ont été victimes d'inondations, de moments de sécheresse, de moments de canicule, portent encore des mois après, des années après, ce risque-là et ce moment-là dans leur chair, parce que vous le voyez, plus d'un quart des Français qui ont été exposés ont eu un impact négatif sur leur santé lié à ces risques-là. Ça peut avoir un impact physique, évidemment, et aussi, et ça c'est un élément très important que montre bien l'étude, un impact psychologique. On voit bien dans l'étude, à travers les verbatims qu'on a recueillis, que ça a été, pour beaucoup de Français qui ont été exposés, notamment à des cas d'inondation, à des moments de glissement de terrain, un véritable traumatisme, que cette mémoire traumatique reste, demeure et a un impact notamment sur la santé mentale. Un élément, et je vais très vite pour arriver ensuite à la fin, plus de 90% des décideurs locaux se disent bien informés face au risque climatique. Ça, c'est, je dirais, une des bonnes nouvelles de l'enquête. C'est qu'en gros, alors, et une nouvelle fois, les élus locaux, les décideurs locaux sont plus informés que les Français d'une façon générale, même si les Français sont quand même régulièrement bien informés et disent être assez bien informés. D'une façon générale, les élus locaux, les décideurs disent être suffisamment informés, suffisamment outillés d'un point de vue informationnel s'agissant de ces risques-là. À une nuance près, il y a une vraie différence entre élus locaux de grande ville et élus locaux de petite ville. Les élus locaux de grande ville disent « je suis bien informé et je suis bien outillé, en gros j'ai les moyens humains et financiers pour faire face à ces risques-là quand ils arrivent, pour anticiper ces risques-là quand ils vont advenir ». Les élus locaux de petits territoires, de petites villes disent dans leur grande majorité, il me manque des moyens humains, financiers, et sont un peu moins nombreux que les élus des grandes villes à dire qu'ils sont assez bien informés s'agissant de ces risques climatiques. Pour terminer et pour aller très vite, on l'a mis effectivement dans cette slide parce que ça c'est un élément important. L'information et les mémoires des crises, ça fait partie des enjeux clés aujourd'hui face aux risques climatiques. J'ai parlé de la mémoire traumatique. Il faut, à mon avis, quand on est élu local aujourd'hui et quand on a vécu ce type de moment, bien gérer cette mémoire-là. Cette mémoire-là, elle reste. Cette mémoire-là, elle demeure pour les gens qui étaient concernés. Et donc, il y a une mémoire individuelle. Et il ne faut pas que cette mémoire individuelle soit en décalage avec une mémoire collective qui voudrait, entre guillemets, passer à autre chose. Pour que les individus, en gros, arrivent à se soigner, notamment psychiquement, face à ce traumatisme-là, il faut faire en sorte que cette mémoire, régulièrement, à travers des débats publics, des discussions, reviennent et aussi reviennent au moment des échéances municipales. Donc ce sujet-là, pour les gens notamment qui étaient concernés, doit être en effet un sujet important. Et parce que, je l'ai dit, impact sur la santé mentale, impact physique. Évidemment, les gens qui ont été concernés ont subi un impact matériel très important. C'est le premier élément aujourd'hui que les Français qui ont été exposés citent comme étant l'un des impacts importants quand ils ont subi des risques climatiques. La baisse de leur confort de vie, l'impact évidemment matériel et l'impact évidemment financier. Et c'est là, et je conclue là-dessus pour ne pas être trop long, c'est là où, quand bien même j'ai dit que pour les Français, le risque le plus important qu'ils redoutaient, c'était le risque économique, c'était le risque inflationniste. Il y a un lien évidemment entre risque inflationniste, risque économique et risque climatique, parce que quand vous êtes victime d'un risque climatique, quand vous êtes victime d'inondation, ça a eu un impact sur votre pouvoir d'achat, ça a eu un impact sur votre matériel, et donc les deux sujets sont liés. Et donc je pense que pour des élus qui vont vouloir mettre ce sujet, ils auraient raison de le vouloir à l'agenda des prochaines municipales, il faut lier inflation, pouvoir d'achat, risque économique et évidemment risque climatique, parce que les deux sujets vont de pair, et la Massif est bien placée pour l'exprimer. Merci beaucoup Jérémy. Cette étude, elle est effectivement très riche d'enseignements. Je me tourne maintenant vers toi Jean-Philippe. Comment ces résultats résonnent
avec un assureur, le métier d'assureur de la Massif. Oui, d'abord, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je suis toujours très heureux de me retrouver parmi vous pour débattre ou parler d'un sujet qui est vraiment au cœur de société. Avec Benoît et ce suivi dans le temps que nous avons de l'événement qu'il a vécu dans sa collectivité, et puis Jérémy qui vous a fait le retour de cette étude. Alors c'est absolument important et au fond, on le fait au bon endroit. C'est le Salon des maires, c'est les acteurs de proximité et c'est bien là que l'enjeu se joue. Alors la Massif, elle a l'avantage d'avoir 6,5 millions de sociétaires et elle a l'avantage de connaître la proximité et par conséquent, elle a un panel totalement représentatif de la réalité climatique et de la manière dont elle est subie. Et parallèlement, elle a aussi la faculté de la mémoire. C'est un des atouts que peut avoir un assureur, c'est que lui, évidemment, il regarde l'évolution dans le temps. Et je dois dire que depuis 15 ans au moins, on a été des lanceurs d'alerte. Parce que qu'est-ce que l'on voit? On voit une vraie dégradation réelle, certaine, évidente du dérèglement climatique et de ses impacts et de ses conséquences. Et on a 2 baromètres pour évaluer ça. Il y a un premier baromètre qui est le baromètre économique, qui consiste aujourd'hui à dire que la charge climatique était d'1,5 milliard à peu près par an dans les années 90 et qu'elle est aujourd'hui peu ou prou autour de 5 milliards d'euros annuels pour la France. Et qu'en réalité, les prospectives nous amènent à doubler cette charge à l'horizon 2050. Elle a triplé en matière de sécheresse. Et donc, on voit bien que ceux qui sont encore dans le déni se confrontent au mur des réalités. Les réalités économiques, elle est là. Elle est d'ailleurs mondiale. Aujourd'hui, c'est 140 milliards d'euros qui sont pris en charge par les assureurs sur le plan mondial, avec une barre symbolique des 100 milliards dont personne ne pensait qu'elle serait dépassée. Donc la réalité chiffrée économique, elle est là. Mais il n'y a pas que ça dans l'exercice. Il y a évidemment la dimension économique, il y a la dimension humaine. Et en réalité, les événements que l'on subit, qui sont à la fois de plus en plus violents et de plus en plus récurrents, sont une nouvelle forme de violence dans la société. Et cette violence dans la société, elle impacte directement nos métiers, car en fait, on s'aperçoit qu'on intervient beaucoup plus aujourd'hui dans l'assistance immédiate, dans l'assistance psychologique que tu as évoquée tout à l'heure, qui est une autre nature finalement pour un assureur. Donc vous voyez, le comportemental joue pour beaucoup, et le traumatisme, il est bien réel. Moi, je rappellerai juste que dans un certain nombre de ces événements, nous constatons bien sûr des dommages aux biens, mais surtout des dommages aux personnes et aux familles. Et je rappellerai Xynthia, qui n'est pas une inondation, qui est une submersion, mais on avait une 50aine de morts. Donc il y a des événements que la mémoire veut oublier et que l'assureur retient. Et si je regarde finalement la nature des périls qui sont susceptibles de nous impacter le plus, alors, il y a toutes sortes de périls. On peut avoir des tempêtes, on peut avoir des grêles. On voit des gros mouvements de grêle aujourd'hui très inquiétants. On peut avoir évidemment la submersion marine. Mais je crois que la France et la métropole en particulier sont très impactées par le risque d'inondation et de sécheresse. Et en matière d'inondation, évidemment, ce qu'a connu le Nord-Pas-de-Calais est à la fois impressionnant mais pas exclusif. Il y a eu des inondations historiques qui ont été aussi très fortes, un bassin totalement inondé à 3 ou 4 reprises. Ça veut dire que classiquement des gens reviennent sur leur habitat et sont obligés d'en repartir 3 ou 4 reprises, et parfois des zones qui sont plus habitables en réalité. Donc l'assureur, lui, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il est à la fois un lanceur d'alerte, je le disais, depuis une quinzaine d'années. Il est un acteur de la prévention, et on reviendra, je pense, dessus massivement. Il est un acteur accompagnateur et celui qui indemnise au bout du bout. Mais vous le voyez, il est aussi dans le soutien psychologique, l'assistance, le relogement, tout ce qui va avec, l'accompagnement de première urgence. Et on a vocation, dans le régime français, qui est le régime des catastrophes naturelles, à maintenir cette solidarité et cette mutualisation qui garantit quand même peu ou prou une prise en charge des événements. Et notre enjeu, c'est aussi de faire un accompagnement dans la durée. L'inondation a une caractéristique particulière, c'est la durée de l'événement et la longueur de cet événement avant que les administrés et les sinistrés puissent revenir dans leur logement. Et ça, cet accompagnement, ça doit être un accompagnement de longue durée. Moi, je trouve que dans votre
dans le retour qui est fait du questionnaire, il y a des choses extrêmement intéressantes. La conscience que le risque aujourd'hui climatique est un risque absolument essentiel pour les décideurs locaux. La disparité avec les usagers qui sont pris dans une actualité où le pouvoir d'achat, où le caractère anxiogène géopolitique peut prendre le pas. Et c'est à nous de rappeler cette force de la mémoire. Et puis, évidemment, l'action. Et l'action, c'est aussi la prévention. Et donc là, on a un champ d'action large. Je pense qu'on reviendra dessus, qui passe par un mix collectivité locale, assureurs, assurés, État. Et il y a tout ce mouvement qui doit s'articuler, qui fait appel à une multiplicité d'acteurs. Donc, en synthèse, le retour de l'assureur, il est là pour être acteur, préventeur, exercer la mémoire, accompagnateur dans ces moments de crise. Et je crois que chacun doit porter la pierre à l'édifice parce que la partie risque naturel est désormais absolument incontestable. C'est une évidence. Je rappellerai juste que pour ta région, mais tu nous le préciseras, ce sont plus de 250 communes qui ont bénéficié de l'arrêté CatNat et l'événement lui-même aura représenté, et je pense que l'impact a dû s'aggraver, plus de 600 millions d'euros de prise en charge. Merci beaucoup Jean-Philippe. Effectivement, la transition est toute trouvée avec vous, Benoît. Quels enseignements vous tirez de ces inondations qui ont sinistré votre territoire en 2024, notamment pour développer cette culture du risque auprès de vos administrés et auprès des citoyens? Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, on a été touché à plusieurs reprises dans le Pas-de-Calais suite à des inondations. Alors nous, c'est arrivé fin 2023 à 2 reprises et puis une fois en janvier 2024. Et il faut vous dire que dans le Pas-de-Calais, ces épisodes climatiques, ça a été successif. Et il y a eu plus de 300 communes du département du Pas-de-Calais qui ont été touchées. Et à chaque fois, à des niveaux divers et variés. Et pour le note, sur le territoire de Arques, c'est une ville de 10 000 habitants qui se situe à côté de Saint-Omer. Nous, on a pris à peu près 20 cm de plus à chaque fois. Et c'est ça qui était extrêmement compliqué, puisque au bout de la deuxième fois, en une semaine de temps, on va dire que la deuxième inondation, elle a été successive. Mais j'ai des habitants qui qui sont revenus chez eux après la deuxième inondation, qui sont décidés d'être résilients et d'avancer, c'est-à-dire de tout réparer et puis de revenir avant les fêtes de Noël. Et au final, on était à nouveau inondé encore plus fortement début janvier. Et c'est ça qui était compliqué. Et pour nous, pour la collectivité de la ville d'Arques, on n'était pas préparé du tout. On n'était pas préparé puisque le phénomène, il était important. C'était pas arrivé depuis plus de 20 ans. Alors oui, il y a eu un peu d'eau sur la place d'Arques en 2002. Mais là, ce qu'on a connu en 2023, c'est la rivière AA qui est sortie de son lit et de façon très impressionnante suite à toutes les précipitations orageuses qu'on avait subies depuis plusieurs mois. Et pour Arques, c'est 400 maisons qui ont été touchées, c'est 33 rues qui ont été inondées, donc c'était quand même un vaste territoire, et 21 bâtiments publics impactés. Et les bâtiments publics impactés, ça est venu aussi remettre en question toute la solidarité qu'on doit mettre en place au moment de la catastrophe. C'est-à-dire que la mairie était inaccessible. Donc on a dû ouvrir des salles pour accueillir des sinistrés, on a dû ouvrir des salles pour mettre les services de la mairie, puisqu'ils ne pouvaient plus accéder, et puis il fallait faire continuer la collectivité. Et donc, avec toutes ces catastrophes, on a eu aussi des transformateurs électriques qui étaient sous l'eau, ce qui fait que nous, on a aussi été impactés, et les habitants qui sont restés chez eux, parce qu'il y a des habitants, ils sont têtus, hein. Ils se disent on va rester et puis on va attendre que ça passe. Mais quand vous avez plus de courant, plus de chauffage, plus de sanitaire qui fonctionne, je peux vous assurer que c'est venu rajouter des difficultés à la difficulté. Parce que tous ces habitants, on a dû les faire évacuer à un moment donné avec toute la solidarité qui était venue nous apporter. Bon, pour vous dire que la Massif, elle était à nos côtés, elle est venue, vous êtes venus mi-novembre pour venir apporter tout de suite avec les collaborateurs de la Massif, les délégués, une solidarité immédiate financière et morale, puisqu'il y a eu les provisions qui ont pu être créditées très rapidement pour tous ceux qui étaient sociétaires à la Massif. Et c'est vrai que c'était un minibus qui est venu sur la place d'Arques quand l'eau était partie pour accueillir immédiatement les sociétaires et pouvoir leur créditer des provisions.
c'est-à-dire que sans faire passer l'expert, ça permet justement à ceux qui sont sociétaires massifs d'avoir 2 000, 3 000, 5 000 euros crédités tout de suite sur les comptes. Et sur une journée de mobilisation, localement, donc moi c'est Arques, Blandex, Saint-Omer, c'était 200 000 euros qui ont pu être crédités immédiatement chez les sociétaires. Donc ça, c'est pas tout le monde qui l'a fait, et je tenais à vous remercier. Et pour vous dire qu'on est résilient désormais, puisqu'on a enfin un plan communal de sécurité qui est à jour. Et ça, malheureusement, je ne l'avais pas, il n'était pas à jour. Les agents n'étaient plus à leur poste, ou alors des agents habitaient très loin. Donc ils ne pouvaient même pas prendre leur véhicule pour dire bah, j'arrive à mon poste, puisque les routes étaient bloquées. Donc il faut vous dire qu'un plan communal de sécurité, il faut mettre les bonnes personnes au bon endroit, et puis qu'à un moment donné, ils puissent arriver pour ouvrir la salle pour accueillir les sinistrés, ce genre de choses. On a distribué le DICRIM. Alors le DICRIM, c'est un document obligatoire que tous les habitants doivent avoir, c'est-à-dire que si on habite près d'une centrale nucléaire, comme c'est notre cas, parce qu'on a Gravelines qui est dans le nord, ben on est dans le périmètre de Gravelines, on a une écluse par chez nous, avec un canal à grand gabarit. Et ben si les portes de l'écluse viendraient à céder, ça s'appelle une rupture de barrage. Donc on est aussi concerné. Et là, il n'y a pas 36 solutions quand c'est une rupture de barrage. Ils disent simplement, il faut s'éloigner le maximum. Mais encore faut-il que les habitants le savent. Voilà. Et puis des choses bêtes qu'on n'avait pas, comme une sirène. Vous savez, cette sirène qui assure normalement l'hôtel de ville qu'on doit activer. Bah, nous, elle était cassée. Voilà, elle n'a pas fonctionné non plus pour les inondations. Mais tout ça, désormais, c'est bon. On a tout réinstallé et puis on a tout mis à jour. Et on a créé une réserve communale. C'est une réserve communale de sécurité civile qu'on n'avait pas. C'est-à-dire que ce n'est pas du personnel communal, ce ne sont pas des élus, mais c'est des citoyens qui sont formés, qu'on peut mobiliser pour venir donner un coup de main le jour J pour apporter voilà, du matériel, des vivres ou des sacs de sable, ce genre de choses. Merci. Merci beaucoup Benoît. Il y a un point qui revient dans les échanges, c'est effectivement cette question de la compréhension des risques et de la mémoire des crises, qui est absolument clé pour créer cette culture de la prévention et de l'adaptation. Et je me tourne vers toi Jean-Louis. Comment la Massif justement travaille avec les habitants pour créer cette culture de la prévention et de l'adaptation, et comment est-ce qu'elle les accompagne face à des risques qui sont très spécifiques au bassin de vie dans lesquels ils sont? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Philippe, tu as parlé de notre rôle d'assureur. Tu as oublié de dire quelque chose, c'est que l'on est un assureur mutualiste. Et ce n'est pas juste un mot, parce que cette dimension mutualiste, alors elle s'incarne, le conseil d'administration est formé d'élus par nos assurés. C'est le plus gros scrutin national privé qui existe. Et cette dimension, elle se traduit comment? Elle se traduit, on a l'habitude, on emploie une expression chez nous, on dit la Massif est une entreprise qui fait société. Alors concrètement, faire société, c'est quoi? Je ne vais pas tout développer, mais il y a une dimension forte qui nous importe aujourd'hui, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, on est dans un monde en transition, ça a été évoqué par Jérémy notamment. Alors des transitions de tout type, sociétales, démographiques aussi, ne perdons pas de vue. Et puis aujourd'hui, on parle des transitions environnementales. Comment on agit? On agit déjà, la première chose, c'est qu'on n'agit pas seul. On agit avec un écosystème. On va chercher des partenaires, qu'ils soient privés, qu'ils soient associatifs, mais on agit en partenariat. Juste 2-3 chiffres pour poser le décor. Nous avons sur le terrain, de par notre statut mutualiste, plus de 1000 délégués. Ces délégués sont des bénévoles et ils vont mener des actions tout au long de l'année, et pas uniquement à Arques, mais je vais y venir. Le quantitatif est important, 3500 actions dans l'année. On touche, directement ou indirectement, 500 000 personnes à travers ces actions, encore une fois, menées à la fois par des équipes techniques, puisqu'il y a un renfort technique, et par nos délégués. Concrètement, sur Arques, comment ça s'est traduit? Vous avez évoqué la dimension, aussi bien Jérémy et toi, Jean-Philippe, la dimension humaine, la dimension du choc psychologique. Eh bien, qu'ont fait nos délégués au moment des inondations? Dès qu'il y a eu la décrue, parce que bien sûr on ne pouvait pas intervenir en période de crue, il y a ce qu'on appelle des inspecteurs de la Massif qui se rendent sur les lieux pour faire des constats. Eh bien, ces inspecteurs, qui sont une cohorte technique,
ont été accompagnés par nos délégués. Parce que la dimension d'écoute est aussi importante que la dimension de la réparation. On y arrivera à la réparation. Mais dans un premier temps, il faut être dans l'écoute. C'est primordial. Et bien ça, nos délégués ont fait ce travail d'écoute, d'accompagnement. Et je peux vous assurer que c'est un soulagement. On l'a vécu sur Arc avec un restaurateur qu'on a été voir qui était psychologiquement, qui était totalement détruit. Totalement détruit. Et là, je rebondis sur cet aspect, la dimension psychologique. On propose des accompagnements psychologiques, mais ça ne suffit pas, parce que les personnes dans ces situations sont dans un tel état de choc qu'elles refusent justement cet accompagnement. Donc là, il y a un travail de fond à faire pour aller au-devant des personnes, et pas simplement proposer, mais d'aller au-devant des personnes pour initier l'accompagnement, parce que si on ne fait pas ce premier pas, eh bien, l'assuré qui pourtant en a besoin ne le fera pas. Donc ça, c'est une dimension. La deuxième chose qui a été évoquée dans les échanges, c'est on oublie. On oublie ou on ne connaît pas. Aujourd'hui, on est même en ruralité, on a beaucoup de néo-urbains qui sont là et qui n'ont pas la culture du danger, qui ne savent pas qu'effectivement, que sur une rupture d'écluse ou d'autres phénomènes, ils n'imaginent pas l'ampleur. Et donc, nous, on a un rôle de prévention à travers des sensibilisations, des formations. On vient de mener, alors ça peut prendre différentes formes, mais je pense à des conférences que l'on a menées il y a le mois dernier à La Rochelle et à Niort. On a touché 1500 personnes à travers ces conférences, justement pour réancrer dans les mémoires qu'est-ce que la submersion marine, quels sont les problèmes d'inondation que l'on peut avoir. Alors concrètement, 2-3 exemples pour illustrer. Déjà, pour nous, il y a quelque chose d'important. Il ne faut pas que la prévention soit stigmatisante. Il faut apporter, je ne dis pas une dimension ludique, mais voilà, il ne faut pas créer un blocage sur le blocage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a par exemple un certain nombre de jeux en ligne qui vont justement apprendre qu'est-ce qu'une inondation, les conséquences. Alors on parle d'inondation, mais ça peut être des feux de forêt, ça peut être des alertes météo en tout genre. Tu as parlé d'une catastrophe, là, qui Gravelines ou autre. Un sac d'urgence, c'est quoi? Est-ce qu'on en a un? Et surtout, qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, nos informations passent par ce biais-là. Ça, c'est un exemple. On a parlé de la relation avec les collectivités et ce que tu avais mis en place, une cohorte, une réserve citoyenne. Eh bien, sur l'agglomération de Concarneau, avec la communauté urbaine, on mène ce travail avec une association qui s'appelle Explore, qui nous accompagne, toujours pareil, notre écosystème. On mène ce travail, là, cette fois-ci, on parle de submersion, de retrait du trait de côte. On mène ce travail d'accompagnement. Le but, alors bien sûr, en étroite relation avec le plan de sauvegarde communal, puisque tout est lié, mais le but, c'est à la fois de sensibiliser et derrière, ce que tu as fait chez toi, eh bien de créer une réserve citoyenne, parce que la collectivité ne pourra pas tout faire. Tout comme l'assureur ne pourra pas tout faire. Il faut aussi que le citoyen soit embarqué dans la démarche, parce qu'aujourd'hui, les chiffres ont été donnés. Aujourd'hui, on est sur des chiffres qui fait qu'on ne peut pas se renvoyer la balle en disant l'État, la collectivité, l'assureur. Non, le citoyen doit être au cœur de la problématique. Un autre exemple sur Bordeaux, je crois que voilà, c'est l'illustration qui est ici. On immerge une maison, alors je vous rassure, hein, c'est une façade, voilà. Mais on immerge une maison dans la Garonne, mais encore une fois, parce que la notion du danger, on ne la visualise pas. Donc il faut aller sur le concret. On montre cette immersion. Voilà, et on fait prendre conscience que sortir d'une maison, pour peu qu'il y ait des volets roulants électriques, eh bien, on ne sort plus de la maison. Voilà. Donc, c'est des petites choses. Mais c'est des petites choses qui sauvent des vies, clairement. Hein. Et puis, pour en finir, parce que là, on est sur des actions très terrain, très directes, mais notre rôle aussi, c'est d'avoir une vision beaucoup plus globale. La mer est au centre,
de nos préoccupations. Le climat, qui dit climat, dit CO2. Et on accompagne Jean-Louis Etienne dans une innovation, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle PolarPod. Peut-être vous avez en entendu parler, et si ce n'est pas le cas, tapez PolarPod sur votre téléphone, vous verrez concrètement à quoi il en ressort. Eh bien, on l'accompagne. Pourquoi ? Parce que c'est une station météo qui va tourner autour de l'Antarctique, qui va capter de la donnée, aussi bien sur le biomasse, sur le climat, parce qu'aujourd'hui, on est complètement aveugle. Cette station météo va capter des éléments, va renvoyer ces éléments au niveau des satellites, de façon à ce que les satellites deviennent intelligents. Et pourquoi tout ça ? Tout simplement parce que 25% du CO2 est capté par les océans. Et donc, il est primordial aujourd'hui aussi d'acquérir de la connaissance parce qu'on ne sait pas tout, surtout, loin de là. Et aujourd'hui, on connaît mieux ce qui se passe sur la surface de la planète Mars, peut-être lié à certaines personnes, mais on connaît mieux la planète Mars que le fond des océans. Or, les fonds des océans, c'est la captation du CO2 et c'est primordial dans l'équilibre de notre climat. Voilà un petit peu le champ d'action sur lequel on peut être. Merci beaucoup. Je pense que cette discussion, elle montre bien que l'action, elle ne peut être efficace que si elle est collective et qu'elle engage l'ensemble des parties prenantes. Les collectivités, bien sûr, et on est au Salon des maires aujourd'hui, les assureurs, la Massif en premier lieu, mais aussi les citoyens. Et cette action, elle est efficace aussi si elle s'inscrit dans la durée, ce qui est possible pour un assureur mutualiste comme la Massif, qui n'a pas d'actionnaire à rémunérer et qui peut s'inscrire dans le temps long. Peut-être que pour finir et clôturer cette table ronde, si vous aviez chacun en un mot ou une phrase, une conviction à nous partager pour nous proposer les solutions les plus adéquates pour engager ces parties prenantes et faire de nos territoires des territoires résilients. Jérémy, tu veux commencer ? Oui, d'un mot, ça me permet d'appuyer sur un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est évidemment les inégalités sociales en matière de personnes impactées par ces risques-là. L'étude le montre très bien, on ne l'a pas évoqué, mais vous l'avez sans doute en tête, mais je pense que c'est important de le rappeler. Quand dans l'étude, on a interrogé en effet les Français sur la façon dont ils étaient impactés par les risques climatiques, la façon dont ils avaient été impactés, on voit assez clairement et de façon assez importante que les catégories populaires, que les ouvriers, que les employés, que en effet cette France-là, cette France populaire, se dit et est beaucoup plus impactée quand survient un risque climatique que les catégories sociales plus favorisées et plus aisées. Pourquoi ? Parce que d'abord, niveau d'information qui est très inégalitaire, les catégories populaires se disent beaucoup moins bien informées, d'où en effet l'importance de la prévention, d'où l'importance de la pédagogie que vous avez citée tout à l'heure, mais ils se disent en effet beaucoup moins informés que les catégories sociales plus aisées. Et donc ça, premier élément. Deuxième élément, et parce qu'il n'y a pas que l'inégalité en matière d'information, c'est l'inégalité en matière d'habitation. Les catégories populaires sont dans des habitations plus impactées parce que le lieu de l'habitation est plus impacté, parce que l'habitation en question est moins isolée que des habitations de catégories sociales plus favorisées. Donc cet élément-là, il est très important. Et donc sur les pistes d'action, avoir en tête qu'en effet, ça recoupe évidemment les risques climatiques, la question sociale et les inégalités sociales. Et deuxième élément, et je vais très vite, un élément qui m'avait frappé quand on avait débattu, monsieur le maire, chez vous il n'y a pas très longtemps de ce sujet, c'est le lien qu'il y a entre isolement, personnes isolées et personnes impactées quand survient un risque climatique. En gros, les personnes isolées d'un point de vue de sociabilité, d'un point de vue familial, en gros, j'ai moins d'interactions familiales, j'ai moins d'interactions dans mes cercles de sociabilité, etc., vont vivre évidemment ce choc de façon encore plus traumatique que les autres individus parce que ont le sentiment et vont avoir le sentiment d'avoir vécu tout cela seul. Parce que, et c'est un élément qui est très important et on le voit aussi dans l'enquête, la solidarité familiale, l'entraide amicale, comme ça a été le cas à Arques, monsieur le maire, quand vous avez subi les inondations, est quelque chose de très important dans la résilience et dans la capacité d'encaissement et de résistance justement au choc. Et donc, deuxième axe, au-delà de l'axe social, travailler sur l'isolement, personnes isolées d'un point de vue familial, personnes isolées d'un point de vue de sociabilité, parce que c'est en les remettant dans un cercle de sociabilité, un cercle collectif, qu'on va prévenir au mieux le risque quand le risque va advenir. Oui, c'est parfaitement exact. Moi, je pense qu'il y a deux dimensions. La première, pour ceux qui en douteraient, il faut un cap.
Ça, c'est le pensée global. Et un cap, c'est de dire la réalité climatique, elle est là, son dérèglement et ses impacts, ils sont connus. Donc aujourd'hui, il ne faut pas dévier. Il faut absolument que les institutionnels, les assureurs, tous les opérateurs flèchent leurs investissements et flèchent les investissements sur la dimension climatique. Mais le penser local, penser global ne suffira jamais à lui seul. Il faut tout à fait le penser local. C'est l'action de solidarité, parce que c'est souvent les petits gestes qui font la différence. C'est tout ce qu'on a découvert auprès du maire d'Arques. Moi, je dois vous dire que j'ai beaucoup appris dans la lecture de ce qui s'est passé à Arques, beaucoup appris de ce qui est une détresse dans une commune, parce qu'au moment où on t'a rencontré, c'était quand même d'une complexité folle. Il n'en a pas rajouté, mais le pont avait été détruit, un ouvrage d'art avait été détruit, enfin, mais il y avait une accumulation de facteurs. On a beaucoup appris aussi sur la manière dont la commune s'est mobilisée, ses administrés se sont mobilisés, comment le fonds Barnier a pu agir sur la dernière période dans le cadre du régime 4-4. Et donc la vie locale, c'est là qu'on mesure la réalité des choses à l'épreuve des faits. Et moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai suivi auprès de la mairie d'Arques, est plein d'enseignements et dans la détresse, plein d'espoir et plein d'optimisme, parce qu'on peut influencer et corriger les choses. Voilà, donc maintenant, l'action, c'est aussi la prévention. Donc on est dans ce registre-là et dans ce temps-là maintenant. Alors je dirais également la prévention, parce que les aléas climatiques, malheureusement, on va en subir de plus en plus avec le réchauffement climatique, ça c'est évident. Donc il faut préparer les territoires, préparer les populations, préparer les bâtiments. Et tout ça, il faut une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle est automatique quand on subit la catastrophe. Donc après, c'est non discutable, c'est non négociable. Tout le monde va dans le même sens. Et tout le monde se prépare. Et donc, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, faire prendre conscience au maximum qu'il faut y faire face et se préparer. Merci beaucoup Benoît, Jean-Louis, pour le mot de la fin peut-être. J'ai le mot de la fin. Je vais faire rapide, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On n'est plus dans le temps du constat. Le constat, il est posé, tout le monde le connaît. On est dans le temps de l'action. Et le temps de l'action, ça veut dire sortir de ce qu'on appelle le triangle de l'inaction, où on renvoie la balle à l'État, à l'entreprise qui peut être l'assureur, mais qui peut être une autre entreprise, aux citoyens. Et voilà, ça c'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, on a un devoir, c'est un devoir d'agir, qui que l'on soit. Et la moindre goutte d'eau est à prendre, sans jeu de mots, hélas, mais la moindre petite action est à prendre. On a ce devoir d'agir. Et dans nos actions, les 3500 actions que l'on mène sur le terrain, il y a quelque chose vraiment qui les fédère toutes. C'est passer de l'échelle individuelle au collectif. Parce que seul, certes, on peut mettre un petit caillou, mais ça ne suffira pas. Et donc, il faut créer des collectifs. Il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer. La réserve citoyenne, alors tu l'appelles autrement, je crois, mais la réserve citoyenne que tu crées, ça, c'est le collectif qui fera la différence. D'accord ? Parce qu'il y a une entraide, parce qu'il y a toute une dimension derrière ça. Et donc, notre rôle, nous, c'est certes faire de la prévention, faire constater, faire prendre la mesure des choses, mais surtout impulser ce collectif qui sera la vraie réponse attendue. Je pense qu'on peut rester sur ce message positif et ce levier d'action qui est le collectif. Merci beaucoup à vous quatre et merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine table ronde demain à 14h45 qui sera dédiée justement à la mobilisation citoyenne face aux risques climatiques. Donc on est encore dans ce sujet. Merci beaucoup et très bonne journée à tout le monde.